Quand on enseigne en utilisant les principes de l'ABA, il faut qu'on fasse attention à bien contrôler les antécédents. Donc, si vous vous souvenez dans notre schéma ABC, contrôler les antécédents, les stimuli, les consignes, tout ça c'est le A, les A, les stimuli discriminatifs en termes techniques. Donc, il faut que nos instructions soient claires, soient vraiment univoques, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on utilise seulement les mots qui vont être importants, les mots clés de nos phrases, éviter de mettre tout un tas de mots dans nos instructions. Allez mon petit chéri, il est l'heure d'aller travailler, viens t'asseoir s'il te plaît. C'est peut-être un peu trop, peut-être que pour certains enfants c'est très bien, mais pour beaucoup d'enfants qui ont déjà des difficultés à traiter des informations verbales, ça fait un petit peu trop. Donc faire attention à ne pas rajouter tout un ensemble de mots, de politesse, etc., qui vont faire perdre à l'enfant vraiment les mots-clés, les mots les plus importants. Avoir des instructions claires, des instructions qui ne soient pas ambiguës. Et quand on va enseigner, ça c'est un point particulièrement important qui nous est amené par la recherche, par les différentes recherches menées ces dernières années, utiliser, si possible et dès le début, ce qu'on appelle des exemplaires multiples. Si on travaille avec l'enfant pour la reconnaissance des couleurs, la reconnaissance des formes, la reconnaissance des objets, utiliser dès le début des objets, des formes qui se ressemblent. Si on parle du triangle, utiliser dès le début des triangles qui sont différents les uns des autres. Reconnaître ce que c'est que le mot voiture, enfin l'objet voiture, utiliser tout de suite des voitures différentes. Donc utiliser des exemplaires multiples, ça va être important, ça va permettre une généralisation beaucoup plus simple et que l'enfant puisse vraiment se baser sur la globalité du stimulus et pas juste sur des points de détail de ces stimuli. Pour enseigner je reprends. Pour enseigner selon les principes de l'ABA, il faut qu'on fasse attention aussi à n'enseigner qu'une seule chose à la fois. Il faut que nos objectifs soient bien clairs, déjà qu'on sache quels sont nos objectifs. Dans pas mal de cas, on se rend compte que c'est pas très clair pour qui que ce soit quelle est la compétence enseignée, mais déjà il faudrait que la compétence soit claire, et évidemment qu'on n'enseigne qu'une seule compétence à la fois. Si on veut enseigner à l'enfant, par exemple, à remettre les images dans l'ordre, les images, je sais pas, du chat qui rentre dans sa maison, il faut qu'on lui apprenne à remettre les images dans l'ordre. On ne va pas en plus travailler le fait de découper les images et de bien les coller. Si notre objectif, c'est mettre les images dans l'ordre, c'est mettre les images dans l'ordre, quelle que soit la façon dont l'enfant va le réaliser. Si notre objectif, c'est le découpage, là, c'est autre chose. Mais bien avoir en tête quel est notre objectif, quelle est la compétence qui est travaillée sur cette activité et rester sur cette compétence. Pour ça, il faut que l'adulte sache bien qu'est-ce qu'il doit faire, et quand l'adulte sait bien ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il est en train de travailler, ça permet que pour l'enfant, les choses soient beaucoup plus claires aussi, qu'il sache qu'est-ce qui est attendu de lui et qu'il puisse s'engager dans la compétence, que ça soit beaucoup plus facile pour lui de s'engager dans la compétence. Quand on parle d'analyse du comportement, d'ABA, et quand on parle d'enseignement, de programme ABA, de procédure ABA, on parle beaucoup de répétition. Dans la plupart des cas, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire comme pour n'importe quel enfant. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va apprendre à écrire en cursive. Il faut qu'il y ait des répétitions. Pour la personne avec autisme, comme il y a des spécificités au niveau du traitement des informations,
Là, peut-être qu'il va falloir plus de répétitions. Peut-être que nos répétitions vont devoir incorporer quelque chose d'un peu différent, ce qu'on appelait tout à l'heure l'utilisation des exemplaires multiples. Varier les antécédents dès le début, varier le matériel, varier les amorces de phrases, donc la façon dont on va donner la consigne, varier les lieux dans lesquels vont avoir dont vont avoir lieu les enseignements, varier les moments de la journée, que la personne apprenne que le comportement n'est pas lié qu'à une seule personne, qu'à un seul matériel, qu'à un seul lieu. Il ne faut pas, en revanche, que ces répétitions soient en continu les unes après les autres. Ça a pu être le cas, ça a pu être recommandé dans des programmes ABA de faire 5, 10, 15, 20 répétitions des mêmes gestes, des mêmes comportements les uns après les autres. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, sauf pour certains cas très particuliers, quand il y a des difficultés particulières au niveau de certains apprentissages. Mais en général, dans la grande majorité des cas, on fait 2, 3 répétitions de la compétence les unes après les autres, et ça suffit. Et il vaut mieux changer et revenir sur la compétence un petit peu plus tard, parce que sinon, on risque de créer des conditions défavorables à l'apprentissage et des conditions dans lesquelles l'enfant va peut-être commencer à s'énerver ou à émettre des comportements problèmes. Quand on travaille dans le cadre de l'ABA, il faut aussi qu'on travaille dès le début sur la généralisation. Généralisation, j'ai parlé du matériel, des consignes, donc avoir différents exemplaires, changer nos consignes. Si c'est possible ou si ça apparaît, il faut qu'on puisse aussi renforcer des réponses différentes, c'est-à-dire généraliser, travailler sur ce qu'on appelle la généralisation de la réponse. C'est-à-dire que l'enfant sache que pour atteindre tel objectif, il n'est pas obligé de faire exactement de la même façon à chaque fois. Si l'enfant, on veut qu'il soit capable de trouver la voiture quand on lui présente différents objets, trouver la voiture, ça peut être de la donner, ça peut être de la pointer, ça peut être de la regarder, ça peut être de la montrer, ça peut être de taper dessus. Tous ces comportements différents montrent que l'enfant a bien compris que cet objet, c'est une voiture. Et donc, il faut qu'on puisse être, nous, flexibles, accepter des réponses différentes et renforcer ces réponses différentes. Ça permet que l'enfant n'ait pas des comportements très stéréotypés, très robotisés, comme ça a pu être le cas dans certains programmes ABA dans le passé. Évidemment, quand on travaille avec des enfants, quand on enseigne aux enfants, et puis il faut qu'on puisse connaître nos objectifs à long terme. À quoi ça va servir cette compétence ? Si on sait quel est notre objectif à long terme, on va pouvoir adapter la situation d'apprentissage. On va pouvoir mettre en place un contexte qui va être favorable à l'acquisition de cette compétence sur le long terme. On parlait dans nos exemples de tout à l'heure d'apprendre à faire cuire un poisson pané. Si on sait que notre objectif sur le long terme, c'est que l'enfant soit capable en autonomie de se préparer à manger au moment du déjeuner, ça va nous indiquer comment modifier la situation d'apprentissage. Par exemple, ça serait un apprentissage qu'on va faire au moment du déjeuner, pour cet exemple-là. Comme ça, l'enfant va être plus motivé et l'apprentissage va mieux se faire. On va le faire dans sa cuisine à lui, chez lui, et pas dans une cuisine quelconque dans laquelle il ne remettra jamais les pieds. Si on sait à quoi va servir sur le long terme la compétence pour l'enfant, ça permet de garder courage, ça permet d'affronter les difficultés, parce que des difficultés, il y en aura, et ça permet de continuer parce qu'on sait où on veut aller. Si à l'inverse, nos objectifs ne sont pas clairs ou qu'on ne voit aucun intérêt à la compétence,
l'enfant ne fera peut-être pas d'efforts, et est-ce que nous, on fera des efforts? Il y a peu de chances que nous-mêmes, on fasse des efforts et qu'on soit prêt à affronter les difficultés. Si on se focalise sur les objectifs à long terme et qu'on voit là où on veut aller, d'un autre côté, ça va nous permettre de mettre de côté des objectifs qui ne sont pas prioritaires. Il y a des choses que peut-être ça serait bien que l'enfant avec autisme apprenne à faire, ça serait peut-être bien. Mais ce qui est important, c'est ce qui va dans le futur lui permettre d'avoir une qualité de vie qui soit la meilleure possible et pas juste bien. Donc dans nos exemples qu'on a pris un petit peu tout à l'heure, savoir se verser à boire, savoir se préparer à manger, savoir communiquer ses envies, tout ça c'est des choses qui vont être centrales pour lui, pour sa qualité de vie en tant que futur adulte. Il y a d'autres choses qui vont être moins importantes. Quand on parle d'écriture cursive, est-ce que ça va être particulièrement important pour lui qu'il sache écrire en cursif? C'est des questions qu'il faut se poser. Pour certains enfants, oui, ça va être très important. Pour d'autres, peut-être pas du tout. Il faut qu'on puisse se focaliser sur ce qui va être vraiment important pour lui sur le long terme, et ça nous permet de mettre de côté des choses peut-être un peu moins prioritaires. La recherche en analyse du comportement nous montre aussi l'importance d'être capable, dans les activités éducatives, de proposer des choix. Proposer des choix à la personne avec autisme, donc qu'il soit capable de donner quelque part son avis. Donner son avis et mettre des choix, c'est commencer à contrôler, à obtenir un certain contrôle sur les événements de sa vie. Et puis ça, c'est quelque chose que nous, on devrait pouvoir valoriser en tant que professionnels, parce que c'est un besoin pour chacun d'entre nous. Donner des choix, ça peut se faire à n'importe quel moment des activités éducatives. Ça peut être, est-ce que tu veux travailler sur le puzzle, ou est-ce que tu veux plutôt qu'on travaille les mathématiques? Rien que ça, c'est un choix. Est-ce que tu veux faire la fiche d'écriture avec le crayon bleu ou avec le crayon vert? Rien que ça, c'est des choix. Et ça permet de donner une motivation supplémentaire, que l'enfant choisisse ce qu'il veut faire, et ça nous indique qu'il est plus motivé. Et qui dit plus motivé, dit meilleure possibilité pour apprendre. Ça va augmenter sa participation. Oui, il est plus motivé, il est plus intéressé dans l'activité. Donc de lui-même, il va plus participer. Évidemment, quand on va se mettre à travailler avec l'enfant, quand on va s'asseoir, lui proposer des activités, ou à l'école, ou à la maison, chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne, il faut qu'on puisse alterner la difficulté des tâches. Proposer tantôt des tâches difficiles, nouvelles, et puis tantôt des tâches qui vont être plus faciles, plus maîtrisées. En général, en ABA, on donne cette base de 80-20. C'est un petit peu une règle un peu globale, comme ça, que les gens ont, qui dirait 80% de choses faciles ou maîtrisées pour 20% de choses nouvelles ou de choses difficiles. Ça permet de garder un petit peu cet équilibre entre les efforts que l'enfant va devoir fournir pour toutes les choses nouvelles, difficiles, et puis d'un autre côté, garder cette dynamique de réussite, d'autonomie sur les choses qu'il sait déjà faire. Avoir cette base un petit peu 80-20, l'enfant va être plus concentré, il va rester concentré, il va avoir moins de comportements problèmes, et c'est vrai que les comportements problèmes, bien que ça ne fasse pas partie des critères diagnostiques pour l'autisme, heureusement, c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement, et ça pourra faire l'objet d'un autre module Canal Autisme. Également, quand on enseigne avec l'analyse du comportement, avec l'ABA, on va alterner les domaines de compétences, les domaines dans lesquels on va travailler. Faire des ateliers qui puissent durer 5, 10, 15 minutes maximum, suivant les compétences des enfants. Des ateliers qui vont faire appel à un type de compétences en particulier. Par exemple, l'atelier graphisme.
5-10 minutes. L'atelier maths, 5 minutes. L'atelier jeu interactif, 10 minutes. Avoir des moments qui restent au début assez courts et qui permettent comme ça à l'enfant d'alterner et de ne pas rester toujours sur le même domaine de compétences. Ce qui est possible aussi, c'est d'insérer nos objectifs et les objectifs des différents domaines dans des activités plus concrètes. Si on travaille, si on part de l'activité, par exemple, préparer un gâteau, dans l'activité préparer un gâteau, on peut inclure un ensemble d'instructions et de compétences énormes. On peut travailler sur des compétences de vocabulaire réceptif, prends un œuf, on peut travailler sur de l'imitation, fais comme moi, et on casse l'œuf. On peut travailler sur trouve quelque chose qui sert à battre les œufs. Donc là, du réceptif d'un niveau un petit peu plus élevé. On peut travailler énormément de choses, de l'autonomie, etc. Donc ça, c'est une possibilité intéressante d'inclure nos objectifs dans des activités concrètes, significatives, qui sont directement, qui donnent à l'enfant directement une vision de l'utilité de ses comportements. Quand on parle d'analyse du comportement et de mettre en place des programmes qui utilisent l'ABA, en particulier quand on parle des moments qu'on va travailler à table, là il nous faut un rythme d'instruction élevé, c'est-à-dire qu'on travaille rapidement avec l'enfant. Parce que ce qui risque de se passer, si je prends 3 minutes parce que mon matériel n'est pas prêt ou parce que je ne sais pas ce que je dois travailler pour aller chercher du matériel à droite ou à gauche, qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant il risque de ne pas voir l'intérêt d'attendre et il risque d'essayer de s'échapper, de partir, de faire autre chose. Donc quand on a un rythme d'instruction élevé, on évite les échappements. On va éviter aussi en partie les autostimulations, c'est-à-dire que pendant que l'enfant il va être occupé à faire des activités, il ne va peut-être pas pouvoir en même temps faire des autostimulations. Avoir un rythme élevé, pas forcément tout le temps dans toutes les séances, mais au moins sur certaines parties des séances, ça nous permet d'enseigner à l'enfant de s'adapter, lui enseigner à s'adapter aux situations changeantes de l'environnement. C'est-à-dire que dans l'environnement, il faut constamment s'adapter aux choses qui se passent, à ce que les personnes disent, à ce que les personnes font. Donc il faut être capable de réagir assez rapidement. Et avoir ce rythme d'instruction élevé, ça va permettre d'atteindre cet objectif. Et évidemment, si on a un moment où on est perdu, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quel matériel utiliser, on va occuper ces temps morts, on va dire à l'enfant, tiens, prends ça, prends ton activité, prends le renforçateur, même si ce n'est pas le moment où il devait l'avoir, mais il vaut mieux l'occuper avec quelque chose que nous-mêmes on contrôle, plutôt que lui trouve par lui-même une façon de s'occuper, et dans beaucoup de cas, ça ne serait pas une façon très adaptée. Quelques derniers points, quand on travaille avec des enfants avec autisme, on arrête notre séance, on arrête avant la catastrophe, avant qu'il en ait marre. Les principes du renforcement, ils agissent aussi sur nous, adultes. Donc si on est en train de travailler avec l'enfant et que tout va bien, et que l'enfant répond et qu'on peut travailler, nous-mêmes, c'est pour ça qu'on travaille, pour que l'enfant apprenne. Donc nos comportements sont renforcés. Ils sont renforcés, on va continuer, et encore, et encore, et encore. Et si on n'a pas quelque part dans l'idée de s'arrêter avant la catastrophe, on va peut-être pas se rendre compte que l'enfant, il commence à fatiguer. Et à ce moment-là, on risque de se confronter à des comportements problèmes.